mal senti parce qu'en fait, on voyait ça. Alors, je vous propose que l'on commence et puis d'autres, les inscrits arriveront petit à petit. Est-ce que quelqu'un peut me dire, me valider, me confirmer qu'on m'entend bien? Ok, Affirmatif. super. À mon niveau, on vous attend. Parfait. Bien, donc bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue à notre webinaire sur le système d'information géographique et la coopération internationale. Normalement, nous organisons ce genre d'événement suivi d'un apéro, d'où le nom apéro pitch. Bon, vous imaginez bien que cette fois-ci, nous ne pourrons malheureusement pas nous allons devoir nous passer de ce moment convivial, mais ce n'est que partie remise. Donc bienvenue, vous étiez nombreux à vous inscrire. Donc j'espère qu'à la fin des interventions, les échanges bien qu'en ligne pourront être fructueux. Alors avant de commencer, je voudrais juste rappeler le déroulé du webinaire. Donc je commencerai par vous présenter le réseau Bretagne Solidaire qui porte cet événement et puis je laisserai la parole à nos 5 intervenants pendant à peu près 1h15. Et ensuite, il y aura une trentaine de minutes réservées aux échanges. Donc pour cela, mais peut-être que je le répéterai vu que des personnes vont arriver peut-être petit à petit. Si vous voulez poser une question ou intervenir, il y a 2 options. Vous pouvez soit poser une question dans la partie, alors c'est une petite icône qui s'appelle Q et R. En indiquant bien dans votre question le nom, votre nom, la structure et éventuellement à qui la question est adressée. Ou bien vous pouvez lever la main en cliquant sur une petite icône avec une main et je vous donnerai alors la parole. Donc c'est vraiment au choix. Et pour votre information, ce webinaire est enregistré et vous sera envoyé avec le compte-rendu ainsi que les coordonnées des intervenants et les supports aussi qu'ils vont vous présenter. Et tout cela sera également mis en ligne. Voilà pour ce qui est du pratico-pratique. Donc passons à la théorie. Une rapide présentation du réseau Bretagne Solidaire, donc RBS. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un réseau régional multi-acteurs de la coopération et la solidarité internationale, donc un réseau breton, rassemblant des acteurs bretons qui portent des actions solidaires à l'international. Notre rôle donc, est d'animer ce réseau, de faciliter les synergies entre les acteurs, d'organiser des événements ou bien des conférences comme celle d'aujourd'hui par exemple, de mettre en relation des structures, de sensibiliser, voilà, tout un panel de missions que nous portons depuis maintenant 2 ans, car RBS est une toute jeune structure, mais en plein développement. Et je suis même en charge de développer les partenariats pour faire grandir du mieux possible le réseau. Petit rappel, quand on parle de multi-acteurs, on parle alors évidemment d'associations, d'ONG, mais aussi de collectivités territoriales, d'entreprises du secteur privé, du secteur de la santé, de la recherche, de l'enseignement, des citoyens. Bref, il n'y a pas d'exclusion tant que l'objectif met bien en avant la solidarité et la coopération internationale. Donc des thématiques chacune plus diverses. Et aujourd'hui sera abordé comme thématique le système d'information géographique. Et je laisse pour nous en parler davantage la parole aux intervenants, en commençant donc par Karim Koulibaly, qui est chargé de mission SIG à la coopération Ille-et-Vilaine Mopti. Donc Karim, si c'est bon pour toi, je te laisse rallumer ton micro, ta vidéo et partager ton écran. Merci à tous. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. L'écran aussi est visible? Il est visible. Ok, merci. Merci tout le monde, c'est Karim Koulibaly, je suis le chargé du système d'information géographique à la coopération Ille-et-Vilaine Mopti. Voilà, donc je vais vous présenter des présentations, une sur qu'est-ce que c'est qu'un SIC. Le deuxième, ça sera sur les SIC au niveau de la coopération Ille-et-Vilaine.
comme vous le savez, avec le nombre de participants et puis la catégorie des participants, nous nous sommes dit qu'il faut expliquer aux participants qu'est-ce que c'est qu'un cycle. Donc, c'est ce qui nous amène à vous donner une définition consensuelle qui peut définir les cycles. Donc, il y a plusieurs définitions au niveau d'un cycle. Après les définitions, je vais vous parler un peu des principes de fonctionnement, comment un cycle peut fonctionner. Après ça, je vais vous parler des domaines d'intervention, comme c'est un outil transversal, donc on va parler un peu des domaines d'intervention. Comme définition, on peut dire, comme définition, un système d'information géographique peut être défini comme un système d'information permettant, à partir de diverses sources, de rassembler, d'organiser, d'analyser et de représenter sur une carte des informations localisées géographiquement et contribuant notamment à la gestion de l'espace. Donc ça, c'est une définition un peu consensuelle qui permet de prendre en compte une définition large de tous les systèmes d'information géographique. Karim, on ne t'entend plus. Alors, comme on devait s'y attendre, il y a un premier petit problème technique. J'ai l'impression que Karim se reconnecte. Voilà. Karim, tu es de retour? Oui, problème de connexion. Ouais. C'est un peu lent. On va tenter encore. Je vais faire partager encore l'image, c'est un problème de connexion. Voilà, donc j'ai parlé de l'architecture d'un cycle. Donc il faut obligatoirement... Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Voilà, il faut l'acquisition des données. Donc les sources peuvent être différentes. Ça peut être des images satellitaires, ça peut être des plans d'une ville, ça peut être une ancienne carte topographique, ça peut être même des relevés sur le terrain. Comme vous le savez, on peut se déplacer pour aller chercher des données localisées sur le terrain avec un GPS. Donc, ça peut être des fiches d'enquête qui permettent de faire la collecte d'informations. Donc, ces informations aussi seront obligatoirement saisies dans un ordinateur. Donc, après la saisie, il faut structurer parce que dans un cycle, il y a plusieurs types de données. Il peut y avoir des données images, il peut y avoir des données avec des coordonnées géographiques. Donc, il faut structurer pour vraiment un bon traitement. Donc, le traitement et l'analyse des informations au niveau du système d'information géographique se fait toujours par des logiciels spécialisés. Donc, je ne vais pas citer les logiciels de cartographie en matière de système d'information géographique. Seulement, ce que les gens peuvent retenir, il y a des logiciels qui sont libres sur le net, mais il y a des logiciels qui sont payants aussi. Donc, après le traitement et l'analyse, il y a la restitution. Donc, par rapport à la restitution, on a plusieurs manières pour restituer les données analysées d'un système d'information géographique. Ça peut être fait sous forme de cartes, sous forme de plans, sous forme de données. Parce que derrière chaque information cartographique, il y a une base de données statistiques derrière. Donc, ces informations peuvent être utilisées aussi pour illustrer des thématiques et puis être dans des documents bien définis. Donc, par rapport au principe de fonctionnement, donc, ainsi que c'est toujours des objets graphiques qui sont associés à une base de données. Quand vous voyez des objets sur une carte, que ce soit sous forme de polygones, que ce soit sous forme de points, que ce soit sous forme de lignes, derrière
cette information graphique, il y a toujours des données statistiques. Donc, c'est ce que vous voyez un peu en image devant vous. C'est un peu la région de Mopti. La colonne, le figure assurée, c'est une commune. Donc, derrière cette information, on a le nom de la commune, la superficie et tous les attributs qui peuvent être liés à une commune. Donc, toujours ça forme avec des objets graphiques plus une base de données. Toujours dans le cadre du principe de fonctionnement, donc pour réaliser une carte dans un cycle aussi, obligatoirement, c'est plusieurs couches qu'on utilise. Donc, la première couche que vous voyez que j'ai nommée limite administrative. Donc, il y a d'autres couches aussi qui peuvent traiter seulement les cours d'eau, d'autres couches qui traitent aussi les villages, d'autres couches qui peuvent traiter des projets. Donc, l'assemblage de ces éléments, c'est ce qui va constituer une carte. Voilà, donc c'est un peu les principes de fonctionnement d'un cycle. Donc, en matière de domaine d'application d'un cycle, le cycle, c'est un outil transversal, comme je l'ai dit depuis le départ. Ça peut être utilisé dans plusieurs domaines. Il est utilisé dans plusieurs domaines, comme l'architecture, l'urbanisme, le génie civil, l'hydraulique, l'aménagement du territoire, l'agriculture, la biologie et la sociologie, etc. Donc, c'est vraiment un outil transversal. Donc, on peut adapter un cycle à tous les domaines, à tous les domaines. Donc, c'est pour vous montrer un peu la transversalité de cet outil. Dans le secteur public aussi, les ministères et les directions régionales, tout comme les collectivités territoriales, ont besoin de cycles pour améliorer leur prise de décision, pour coordonner les programmes et les actions extérieures. Dans le cadre du secteur privé aussi, comme je l'ai dit au départ, c'est la même logique. Les cycles optimisent les investissements et les décisions dans les temps. Pour la gestion des équilibres territoriaux de ces secteurs, répartition géographique, accès, distance aux populations concernées, interaction, le recours au cycle s'avère incontournable pour la population et puis les décideurs. C'est un outil aussi qui est très bon dans la communication pour présenter un projet de partenariat, pour voir qu'est-ce qui existe, qui fait quoi au niveau d'une zone d'intervention. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire aux participants en 6 slides. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle, l'importance d'un cycle, les domaines d'application d'un cycle, ensuite l'illustration d'un cycle. Donc, sur ces premiers points, je vous remercie de votre attention. Voilà, donc avec la permission de Alice, je vais continuer directement sur ce que nous faisons, notre propre cycle au niveau de la coopération Ille-et-Vilaine Mopti. Donc, c'est une deuxième présentation qu'on devrait faire. Donc, j'ai englobé les deux dans une seule présentation. Donc, c'est le système d'information géographique dans une coopération internationale. Donc, sur ce point, on va parler de nous-mêmes d'abord. Qui sommes-nous? Donc, pour répondre à cette question, nous sommes une coopération depuis de 35 ans. Donc, ça veut dire que la coopération Ille-et-Vilaine Mopti existe depuis 1984. Donc, c'est une vieille coopération. D'abord, une coopération portée par le département d'Ille-et-Vilaine à travers l'AEVM, l'association Ille-et-Vilaine Mopti, qui fédère les acteurs de la société civile du département. Donc, dans cette fédération, il y a les partenaires associatifs et scolaires, il y a les jumelages et ceux de la région de Mopti. Donc, au niveau de notre coopération, nous sommes au nombre de 7 personnes nommées par la coopération Ille-et-Vilaine Mopti, qui est chargée de proposer des projets, de les mettre en œuvre et de les évaluer. Puis, lors de la décentralisation et la création des collectivités au Mali, la CVM a été transférée sous la responsabilité du président du Conseil régional de Mopti. Donc, le Conseil régional, c'est le niveau supérieur des collectivités au Mali, pour mettre en œuvre une coopération décentralisée entre le département d'Ille-et-Vilaine et la région de Mopti.
Elle continue de suivre les projets associatifs de l'AIVM, les projets scolaires et puis les jumelages. Donc, pour cette partie, il y a beaucoup de jumelages entre les communes, les villages, au niveau de l'Ille-et-Vilaine et puis au niveau de la région de Mopti. Donc, je vais vous entretenir un peu sur nos axes d'intervention. Comme j'ai dit au départ, il y a la coopération, mais ensuite, il y a l'associatif qui est porté par l'association Ille-et-Vilaine. Au niveau de la CIVM, coopération Ille-et-Vilaine-Mopti, donc nos axes d'intervention, donc il y a la sécurité alimentaire. Donc, au niveau de la sécurité alimentaire, nous travaillons sur le développement de la filière laitière au niveau de la région de Mopti. Comme vous le savez, Mopti, c'est la première région d'élevage au Mali. Ensuite, nous travaillons aussi dans le domaine de l'agriculture, dans le cadre du soutien auprès des agriculteurs qui travaillent dans les périmètres irrigués villageois. Donc, c'est des petits périmètres irrigués, voilà, qui font des productions de riz. Donc, dans ce cadre-là, nous travaillons aussi. Tout récemment, au niveau de notre coopération aussi, nous avons travaillé sur les énergies renouvelables. Donc, dans le domaine des énergies renouvelables, nous basons spécifiquement sur le biogaz, ensuite le solaire. Donc, ça, c'est des axes de travail au niveau de la coopération. Donc, en plus de ces deux axes que je viens de citer, il y a l'appui institutionnel aussi. C'est dans cet appui institutionnel que le système d'information géographique de la coopération a été mis en place. Donc, on a le système d'information géographique. En deuxième position, on a l'appui à la planification et puis la formation des élus. Donc, le système d'information géographique aide beaucoup les collectivités au niveau de la région de Mopti dans leur planification quinquennale. Donc, par rapport à l'associative portée par l'AIVM, donc Association Ille-et-Vilaine Mopti, donc nos domaines d'intervention sont donc l'hydraulique. Donc, au niveau de l'hydraulique, au départ, l'AIVM créait des puits modernes pour la population de la région de Mopti. Donc, vu l'évolution du temps, les gens souhaitent de plus en plus d'aller vers les addictions d'eau sommaire qu'on appelle AS. Donc, c'est des addictions d'eau sommaire à pompage solaire. Donc, l'AIVM est en train d'aller vers ça et nous suivons ça et nous mettons en place les projets par rapport à l'hydraulique. Donc, dans ce domaine aussi, nous faisons beaucoup de la formation en matière d'hygiène d'assainissement autour de ces points d'eau potable qui sont mis en place par l'AIVM. Un autre domaine d'intervention de l'AIVM aussi, c'est l'éducation. Donc, pour l'éducation, l'AIVM appuie en fourniture et en manuel scolaire beaucoup d'écoles au niveau de la région de Mopti. Donc, on peut dire qu'au niveau de la région de Mopti, l'AIVM a près 19 écoles partenaires. Donc, chaque année, les écoles sont fournies en manuel scolaire et puis fourniture. Il y a le développement de la lecture aussi, à travers des projets qu'on appelle fête des lecteurs et puis défis lecture auprès des scolaires. Donc, ensuite, il y a des échanges, des correspondances entre les élèves d'Ille-et-Vilaine et ceux de la région de Mopti. L'AIVM travaille beaucoup aussi dans le domaine des maraîchages. Donc, beaucoup de villages ont été dotés à périmètre maraîcher. Ils appuient les femmes aussi dans les activités génératrices de revenus. Donc ça, c'est grosso modo ce que nous faisons, nos axes d'intervention au niveau de la coopération Ille-et-Vilaine Mopti. Donc, je voudrais vous parler aussi du rôle du SIG dans notre coopération. Donc, le cycle de la coopération a été créé en 2010, donc ce qui fait à peu près 10 ans d'expérience. Donc, notre système d'information marche il y a de cela 10 ans. Donc, cela est parti de plusieurs constats. Donc, au niveau de la région de Mopti, il y avait manque de cartes dans les rapports et documents de planification. Il y avait la volonté des élus pour une bonne gouvernance. Donc, on a constaté aussi que les données étaient dispersées, donc la dispersion des données. Ensuite, il y avait manque de coordination des informations et des intervenants. Donc, au niveau de la région de Mopti, on ne savait pas qui fait quoi. Donc, il n'y avait pas de coordination. Donc, avec ce système d'information géographique, vraiment, ça nous a permis de voir, de montrer aux élus qui fait quoi dans quelle zone. Donc, ça, c'est un outil qui est performant dans ce cadre-là.
il y avait des besoins de données structurées et localisées. On peut parler d'un projet dans tel village, mais si on a les coordonnées claires de l'emplacement du projet et puis les attributs du projet, c'est beaucoup encore meilleur. Donc, plusieurs coopérations aussi existent au niveau de la région. Donc, c'est dans ce cadre-là que la région de Mopti, avec les départements d'Ille-et-Vilaine, ont décidé, dans le cadre de l'appui institutionnel, la mise en place de la cellule SIG. Donc, l'objectif du cycle de la coopération, donc notre objectif, c'est vraiment de capitaliser les informations au niveau du conseil régional pour que ça soit un centre vraiment où les gens peuvent venir chercher des informations. Ensuite, produire des cartes et diffuser les informations auprès des collectivités et l'ensemble des acteurs régionaux. Comme au début, j'ai dit qu'il y avait des manques de cartes, il y avait un manque de dons. Nous disons qu'avec cet outil, on peut vraiment réaliser les cartes et mettre à la disposition des acteurs locaux au niveau de la région de Mopti. Donc, dans le même élan, nous nous sommes dit qu'il faudrait sensibiliser les acteurs locaux à l'intérieur du cycle pour les dire vraiment qu'est-ce que c'est qu'un cycle, vraiment quelle peut être l'importance d'un cycle dans la gestion du territoire. Donc, et puis dans l'information géographique en général. Donc, ensuite, appuyer la planification. Donc, les PDCEC, c'est les plans de développement social, économique et culturel. Donc, que l'ensemble des collectivités, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des cercles, chaque collectivité met en place son plan d'action. Donc, ces plans d'action, il n'y avait pas de cartes. Pour les rencontres de concertation, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, il fallait vraiment mettre en place ces systèmes d'information géographique vraiment pour la prise de décision, pour que ces collectivités puissent faire une bonne planification sur leur territoire donné. Donc, nous travaillons aussi Excuse-moi, Karim, je te coupe, mais il ne te reste plus que 2-3 minutes. Ouais, c'est presque fini. Ok, merci. Donc, ensuite, appuyer la concertation et la coordination des acteurs autour des thématiques communes. Donc, au niveau de notre coopération, on travaille, au niveau de notre cycle, on travaille sur la santé, l'éducation, l'environnement, l'agriculture et l'éducation. Donc, chaque fois, s'il y a des trucs à faire, voilà, donc on se concerte avec des cartes à l'appui. Voilà. Donc, la carte que vous voyez, ça, c'est un projet de lampadaire solaire qui a été financé par la coopération décentralisée Ille-et-Vilaine et puis les autres partenaires. Donc, la gouvernance au niveau de notre système d'information, tous les ans, un comité de pilotage se réunit pour définir les priorités et les modalités de fonctionnement de ces services. Ce comité est composé d'élus régionaux qui sont aussi élus des cercles et communes, des services techniques des cercles et communes, des services déconcentrés. Donc, vous avez un peu l'image de quelques rencontres du comité de pilotage qui décide qu'est-ce que le cycle doit faire. Ensuite, les bénéficiaires de nos services, c'est les collectivités, c'est les services déconcentrés de l'État, c'est les projets et programmes, c'est les ONG, c'est les étudiants. Donc, en haut et à droite, vous avez une image de lampadaire solaire. Donc, ça, c'est un projet qui a été, dans lequel le cycle a été impliqué du début jusqu'à la réalisation de ces lampadaires. Donc, on devrait parler un exemple. Donc, j'ai parlé du projet éclairage public Trésor. Donc, ce projet s'est équipé 10 localités rurales dans la région de Mopti en lampadaires solaires autonomes. Chaque village a bénéficié des 20 lampadaires. Donc, les financements, c'est le centre de crise et de délégation de l'action extérieure des collectivités territoriales, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, le conseil régional de Mopti, la Fondation Énergie pour le Monde, pour montrer un peu tous ceux qui sont mobilisés pour avoir ce projet. Notre cycle a joué un rôle très important dans ce projet. Nous avons élaboré des cartes de localisation des villages, communes et cercles du projet en intégrant les zones d'insécurité, les facilités d'accès. Donc, ça nous a permis de faciliter le dialogue avec les bénéficiaires pour définir l'implantation des lampadaires. D'autant plus qu'on a 20 lampadaires seulement pour ce projet. Donc, c'est un outil de communication auprès des différents acteurs du projet, notamment les bailleurs de fonds. Cela nous a permis de faire un croisement avec d'autres données du ministère de l'Énergie pour les choix définitifs des villages bénéficiaires du projet. Donc, les cartes que vous voyez en haut,
les deux cadres qui se suivent et puis la lumière, les lampadaires, ça c'est vraiment le processus que nous avons fait pour aboutir à un projet dans lequel le SIG a été impliqué depuis le départ du projet jusqu'à la réalisation. Donc, plusieurs cartes ont été élaborées. Donc, comme le temps, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je pense que j'ai fait le maximum aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karim, pour cet exercice pas facile Ouais. de garder le temps. Donc, après une définition, la définition du coup des systèmes d'information géographique, oui. de ce qu'est donc un SIG et un exemple que tu nous as présenté du coup comme appui institutionnel pour accompagner les prises de décision avec comme exemple l'installation des lampadaires solaires. Si j'ai bien compris la présentation que tu nous as faite, je propose de passer la parole à Marie-Françoise qui va nous présenter un autre projet porté par son association. Du coup, Karim, je vais te demander d'éteindre ta caméra et ton micro. Et Marie-Françoise, c'est à toi. Merci. Et je vois qu'il y a déjà quelques questions. Comme je l'indiquais au début, les questions et réponses seront répondues par nos il faut peut-être que Karim enlève son partage d'écran pour que moi je puisse partager le mien. Bon, ça va arrêter son partage. Je continue et j'arrête son partage à lui. Voilà. D'accord. Bon. Donc là, Alice, tu veux bien me dire si tout va bien? On voit bien mon écran? Oui, tout va bien. D'accord. Alors donc, effectivement, c'est un deuxième exemple de système d'information géographique qui, cette fois-ci, est au Niger, à Dankasari. Donc, moi, je suis la présidente de l'association d'échange solidaire Cesson Dankasari. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Alors, le contexte, c'est que, alors là, Dankasari, c'est plus petit que la région de Mopti dont on vient de parler. C'est uniquement une commune rurale au Niger, donc qui a une relation de coopération décentralisée avec la ville française de Cesson-Sévigné. Alors, nous, notre rôle en tant qu'association, donc association d'échange solidaire Cesson Dankasari, c'est de mettre en œuvre le suivi, de mettre en œuvre les actions et de faire leur suivi. On a une convention avec la ville de Cesson. Et au Niger, il y a un partenaire nigérien qui s'appelle le Réseau d'action éducative pour un développement durable. Et on est tous ensemble dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Tarbia Tatali. C'est le RAED qui, lui, au Niger, est en lien avec la municipalité de Dankasari, avec lesquelles sont décidées les actions. Alors en fait, Dankasari, c'est assez étendu, ça fait à peu près 40 km sur 40 km, avec en tout 80 000 habitants, et donc plus de 50 villages. Et en fait, depuis 10 ans, on a développé des actions pour le développement durable avec de nombreux partenaires, donc outre la ville de Cesson, le département d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne, l'agence de Loire-Bretagne, je ne vais pas les citer tous, mais enfin c'est assez diversifié. Et ce qui fait l'unité de nos actions, c'est les objectifs du développement durable, donc vous les avez déjà vus évidemment. Donc il y a 17 objectifs, mais qui se répondent les uns aux autres, et on intervient donc dans plusieurs de ces objectifs. Donc on a finalement pas mal d'actions différentes. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais disons qu'il y a des actions dans le domaine de l'hydraulique, essentiellement des réparations de puits et de forage. Il y a une animatrice de planning familial qui va régulièrement dans les différents villages de la commune. Il y a des actions dans le domaine de l'assainissement, donc installation de latrines dans certaines structures de santé, également équipement en énergie solaire des structures de santé, reboisement également depuis 10 ans, et puis aussi actions pour l'état civil. Donc pour l'état civil, il y a 57 centres d'état civil dans la commune de Dankasari, et on fait des missions pour voir comment ils fonctionnent, les encourager dans leur fonctionnement, etc. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces choses-là qu'on fait dans le cadre de cette coopération.
Et voilà donc un petit peu pour vous dire où se situe Dankasari. Alors le Niger se situe en Afrique, c'est un pays enclavé d'Afrique, juste à côté du Mali dont on parlait à l'instant. Et Dankasari, c'est là on est près de la frontière du Nigeria. Alors la frontière du Nigeria dont on parle beaucoup, c'est le côté de Difa, là où il y a eu pas mal de problèmes de terrorisme actuellement, donc c'est beaucoup plus loin à l'est. Là on est à peu près 350 km de Niamey, de la capitale. Et vous voyez qu'il y a une seule route qui traverse Dankasari, c'est la route nationale 1, qui va de Niamey jusqu'à Agadez, et tout le reste, c'est des pistes. Donc il y a un seul goudron à Dankasari. Et le chef-lieu de la commune, qui s'appelle Dankasari lui aussi, c'est la commune de Dankasari, mais à l'intérieur de la commune, il y a le chef-lieu qui s'appelle Dankasari, n'a que 6 000 habitants, et en tout, il y a 80 000 habitants qui sont répartis dans la commune. Donc là, vous voyez, là, c'est un premier exemple de notre signe, c'est cette carte qui montre la répartition des différents villages. Alors, il y a des points plus ou moins gros suivant la taille des villages, et on a mis ceux qui ont plus de 1000 habitants, on les a indiqués explicitement dans la carte. Voilà. Alors, c'est quoi notre projet de SIG? C'est quelque chose d'abord de beaucoup plus petit, disons, et de beaucoup plus aussi récent que ce qu'a pu présenter Karim tout à l'heure. Donc, c'était un projet qui a été développé dans le cadre tout simplement d'un stage étudiant, donc cet été, pendant l'été 90. Donc, c'est un étudiant de Polytech Angers qui, à cause du Covid, ne trouvait pas de stage pour ses études et qui a donc finalement accepté de faire un projet bénévole dirigé par un ami qui s'appelle Nicolas Delanoux, et ça s'est passé pendant cet été. Alors l'idée, c'était de partir d'un fichier Excel qui comportait la population des villages, enfin la liste des villages, la population des villages, bien entendu aussi leurs coordonnées GPS pour pouvoir les situer sur une carte, et puis la liste des actions. Et on voulait transformer ça dans une carte interactive qui permettait de voir pour chaque action dans quelle partie des villages elle avait pu avoir lieu. Cet outil fonctionne essentiellement au départ pour Dankasari, mais l'idée c'est qu'elle fonctionne aussi facilement dans d'autres localités voisines. Il suffit de prendre un autre fichier Excel dans lequel il y a d'autres localités, dans lequel il y a aussi les coordonnées GPS des localités et puis un certain nombre d'informations dans les colonnes du fichier, et à ce moment-là, on aura aussi des cartes qui seront valables pour les communes voisines. Donc pour nous, c'est intéressant parce qu'en plus de l'AESCD qui travaille à Dankasari, on a aussi une autre association qui s'appelle l'AECID, qui est basée à Rennes et qui travaille dans d'autres localités voisines de Dankasari. Donc ça pourra servir également pour les actions de l'AECID. Donc, au point de vue outil, c'est juste un petit programme Python qui, à partir du fichier Excel, crée cette carte interactive. Et une des choses qu'on avait demandé à Vincent comme contrainte, c'est de ne pas utiliser de connexion Internet, parce que là-bas au Niger, les connexions Internet sont très mauvaises. C'est aussi pour la raison pour laquelle c'est moi qui suis en train de faire la présentation, et pas quelqu'un du Niger, parce que vraiment les connexions sont encore nettement pires qu'au Mali en qualité, et donc c'est important de ne pas avoir besoin d'être connecté en ligne pour développer le projet. Voilà, alors, bon, donc là je ne prétends pas vous faire lire ça le détail, mais l'idée c'est que, donc vous voyez ici, il y a une liste, donc là, vous ne voyez pas, mais je vais vous dire, donc il y a la liste du village, par exemple, le premier village s'appelle Angoual-Kassa. Éventuellement, il y a d'autres orthographes, parce que là-bas, c'est assez difficile de repérer le village par l'écriture, uniquement parce que très souvent on désigne le même village, disons, par des écritures différentes, et donc quelquefois dans le même document, donc c'est pas du tout évident d'arriver à s'y retrouver, donc il faut vraiment avoir la liste aussi des autres versions du nom du village. Après la population, hommes et femmes, et puis la longitude et la latitude, et ensuite voilà, est-ce qu'il y a eu par exemple des plantations dans quelle est la liste des villages dans lesquels on a fait des plantations et des reboisements. Moi, par exemple, ici, si j'arrive à le lire, vous peut-être pas, mais je vois que dans le village de Bawada Daji, qui est un village où il y a 2103 habitants, à peu près autant d'hommes que de femmes, dont on a les coordonnées, on a planté des arbres dans les marchés, dans les cases de santé et au niveau du CEG. Et ensuite, on a donc notre petit programme Python qui s'appelle cartographier.py, qui crée la carte interactive,
Et dans cette carte interactive, on a la possibilité de visualiser l'ensemble des actions, parce que là, c'est une colonne, c'est sur les plantations, mais la colonne d'après, ce sera sur les jardins scolaires, etc. Voilà. Alors, je vais prendre un seul exemple. Donc, c'est l'exemple de l'action qu'on appelle des arbres pour une vie meilleure. Donc, c'est une action de reboisement qui a lieu depuis 10 ans. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, sur l'exemple, on a pu reboiser, on a pu planter des arbres dans des marchés, dans des établissements scolaires, dans des établissements de santé, et éventuellement aussi en distribuer à la population, soit pour que les gens s'alimentent, soit aussi qu'ils aient de l'ombre chez eux. Donc, typiquement, on s'est demandé est-ce que ça a été bien réparti depuis 10 ans dans les différents villages de la commune, et donc on a fabriqué une carte. Vous voyez, alors ici, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est les différentes localités de la commune dans lesquelles il y a eu des installations de plantation d'arbres. Et vous voyez que la manière dont ça fonctionne, c'est que ce qui est mis en bleu ici, c'est plantation. Bon, le plus et le moins, là, c'est simplement pour arriver à se rapprocher de la zone où ça se passe. Si j'éteins plantation, je ne vais pas le faire ici en ligne, parce que là, c'est une photo, mais si j'éteins plantation et qu'à la place, je mets planning familial, je vais voir tous les lieux dans lesquels s'est déplacée l'animatrice de planning familial depuis qu'elle travaille dans la commune, etc. Donc, ça permet vraiment de voir si nos actions en particulier, un peu comme Karine disait, est-ce qu'elles sont bien équilibrées, est-ce que on couvre bien toute la commune. Est-ce qu'on reste uniquement le long de la route nationale ou bien est-ce qu'on va aussi ou est-ce qu'on va aussi voir des villages qui sont loin de la route? Bon. Alors, les utilisations d'aujourd'hui, alors comme je vous l'ai dit, il a été conçu en France. Donc pour l'instant, il est utilisé essentiellement en France, d'autant plus que depuis le mois d'août, on n'a pas eu encore beaucoup l'occasion de se redéplacer au Niger. Alors, les données avaient été commencées, la base de données avait été commencée par notre responsable nigérien de la coopération décentralisée au départ, mais depuis, c'est moi qui le mets à jour. En fait, lui, il m'envoie un rapport, enfin, il nous envoie à nous un rapport d'activité mensuelle, et dans ce rapport d'activité mensuelle, on peut mettre à jour les différentes actions en cours. Donc, ça nous permet, comme vous l'avez vu, de créer des cartes qui mettent en évidence en particulier la localisation de nos actions. Et on a commencé à l'utiliser à l'automne. Donc, par exemple, réunion du comité de pilotage avec la mairie de Cesson-Sévigné, notre assemblée générale qui avait été décalée à cause du Covid. Quand on fait des rapports aussi, quand on prépare notre magazine pour illustrer nos actions, et aussi dans les demandes en cours qu'on est en train de faire. Par exemple, je suis en train de rédiger une demande pour Rennes Métropole au point de vue assainissement, et donc on va leur faire des cartes sur les latrines qu'ils ont déjà installées et les latrines qui vont être installées dans le futur. Voilà. Alors, dans les utilisations de demain, on aimerait qu'elles soient mises à jour au Niger et pas mises à jour ici sur la base d'informations reçues au Niger. On aimerait aussi avoir bien sûr des utilisateurs au Niger. Ça pourrait être des responsables de notre association, le maire ou les élus d'Ankassari, ses services communaux. Et ça nécessite très probablement de mettre en place une formation, donc ce qu'on n'a pas encore entamé, donc ça fait partie des choses qu'on aimerait faire dans le futur. Et évidemment, ça peut servir comme aide à la décision pour l'ORAED, pour le maire et pour les élus d'Ankassari. Et on espère aussi que cet outil, qui est très léger en fait, puisse servir pour les autres communes du département d'Orondouchi, ou même plus généralement d'ailleurs, mais ça fait toute partie de la discussion qu'on aura tout à l'heure. Voilà, donc je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marie-Françoise. Donc là, vous avez pu entendre un deuxième exemple de SIG, tout aussi intéressant, donc de coopération décentralisée. Donc le premier était au Mali, comme appui institutionnel, et le deuxième au Niger pour localiser différents types d'actions. Donc voilà. Par la suite, je vais passer la parole à Jean-François Roy, qui est fondateur et gérant de l'entreprise Danavise. Voilà, donc François, je te laisse allumer ton matériel. Merci. Oui. Alors déjà, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Et voilà. On voit ton écran. Eh bien, c'est parfait.
Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-François Moy, gérant de l'entreprise d'Anavis que j'ai créée cet été. Donc, je vais vous faire une présentation qui va être un petit peu différente des présentations précédentes. Je vais vous présenter un petit peu ce que je fais et en quoi ça peut être utile pour la coopération internationale. Donc, je vais tout d'abord vous présenter l'analyse des données et les SIG, donner quelques exemples de champs d'application et des exemples concrets parce que je sais que l'analyse de données et appliquée au SIG, ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Alors, donc j'ai déjà dit qui j'étais. Donc, je suis implanté à Rennes, mais j'ai des clients basés un petit peu partout dans le monde, surtout en temps de Covid, c'est bien pratique. Je fais de l'analyse de données pour faire des études prospectives et prédictives. Je fais également de la visualisation de données et dans le cadre de l'analyse de données, je mets parfois de l'intelligence artificielle, donc le machine learning, pour pouvoir faire des analyses un petit peu plus poussées. Donc, par analyse de données, je travaille sur de la donnée géographique notamment, et sur les projets que j'ai pu réaliser jusqu'aujourd'hui, donc j'ai pu traiter de données comme les longitudes, latitudes, la composition du sol, l'altitude, des conditions climatiques d'un point donné, des données relatives aux populations comme les communes, la présence d'entreprises ou d'administrations, la présence de réseaux de transport. Ça peut être aussi de la présence de points d'eau, donc que ce soit des lacs, des rivières, l'océan. Donc là, c'est vraiment des exemples que j'ai déjà pu traiter, mais on pourrait tout à fait imaginer autre chose si vous en avez besoin. Alors pour acquérir ces données, donc personnellement, il y a deux grands moyens que j'utilise. Le premier, ce sont les API. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des interfaces de programmation. Donc ça demande quand même une petite compétence technique, mais ça se fait bien. Et on peut citer quelques-unes de ces API, OpenStreetMap, ArcGIS, LISRIC. Ça c'est peut-être un petit peu moins connu, mais c'est pour traiter la composition des sols. On peut aussi travailler avec les API de Google et bien d'autres selon les besoins. Là, on est plutôt sur de la récupération ciblée de données, et il y a une deuxième grande méthode que j'utilise, là plus pour récupérer des informations en masse. C'est des fichiers qui sont mis à disposition par différents acteurs, comme la NASA, on n'y pense pas, mais ils mettent des fichiers à disposition, la NASA, WWF, et là c'est pareil, selon les données dont on a besoin, on pourrait trouver d'autres acteurs. Quand on a récupéré les données, on peut passer en phase d'analyse. Et là, les analyses elles vont nous permettre de trouver des informations, des tendances un petit peu cachées dans les données. Et on peut en extraire, par exemple, des profils types, des familles de localisations ça peut être des villages, des communes qui sont similaires. On peut trouver des modèles mathématiques qui expliquent un phénomène qu'on cherche à expliquer sur un lieu ou sur un pays. Donc voilà, là encore, c'est assez varié. Et enfin, là où c'est un petit peu plus, on va dire, traditionnel, c'est la visualisation de ces données-là. Alors, soit on peut la visualiser en cartographiant uniquement les informations qu'on a recueillies, par exemple la localisation d'un village, le nombre d'habitants, est-ce qu'il y a des points d'eau, mais on peut aussi cartographier des informations qu'on aura trouvées lors de l'analyse. Donc voilà. Donc au niveau de ces trois phases là que vous pouvez voir dans le petit encart utilisation des données, ces trois phases là, on peut les appliquer à plusieurs domaines, comme disait Karim en début de présentation, mais il y a des domaines qui s'y prêtent plutôt bien. Ça va être l'aménagement du territoire, là où ça peut servir à orienter des politiques publiques, mais pas seulement, ça peut aussi orienter des investissements privés pour développer un territoire. Ça peut être aussi du reporting. Je crois que c'est Karim qui en parlait également, où ça peut venir agrémenter des rapports avec des analyses chiffrées et des visuels qui peuvent être faciles à comprendre et plus parlants que des fois des
des tableaux Excel ou des choses un petit peu moins visuelles. Il y a un troisième point qui s'y prête bien aussi, c'est la planification et la gestion des infrastructures. Là, on pourrait imaginer différentes choses, par exemple la gestion des déchets ou les infrastructures médicales, où on pourrait se servir des données géographiques, notamment démographiques, pour optimiser le fonctionnement de ces structures, et c'est d'autant plus important quand les ressources peuvent être limitées, ce qui peut être le cas, ce qui est souvent le cas pour les missions dans le cadre de la coopération internationale. En termes de rendu, ça peut être des études ou des rapports assez complets, ça peut être des modèles mathématiques ou des profils assez simples, et ce dont on parle souvent, la cartographie. Donc voilà un petit peu théoriquement ce qui pourrait être appliqué dans le cadre de la coopération internationale. Je vais maintenant vous donner des exemples un petit peu plus concrets. Et puis si vous avez toujours des interrogations, bien sûr, vous pourrez me poser vos questions à la fin de l'intervention. Alors, au niveau de l'application des SIG, on peut l'appliquer à l'agriculture de précision, sur des régions, par exemple, où il y a des problématiques d'accès à l'eau ou de pauvreté des sols. On peut étudier le territoire pour trouver les parcelles les plus adaptées à l'agriculture, celles qui seront le plus propices au développement de culture. Donc pour ça, on peut récupérer des informations comme les températures, les précipitations, la composition du sol, la proximité d'un point d'eau et bien d'autres informations. Et ça peut aider, par exemple, soit un agriculteur à choisir la meilleure parcelle possible, soit, s'il a déjà une parcelle, ça peut l'aider à allouer les ressources au bon endroit. Par exemple, sur une parcelle où il y a une partie qui est un peu plus pauvre qu'une autre, au lieu de répandre l'eau de façon uniforme sur une parcelle, on pourrait cibler la partie qui est la plus sèche et la moins riche en nutriments. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est sur le développement durable, où là, on peut collecter des données relatives au territoire, donc sur ces populations, et l'aménagement du territoire de manière globale. Et donc là, en analysant les données géographiques, on peut orienter les politiques d'aménagement du territoire. Et par exemple, ça peut être mettre la bonne infrastructure au bon endroit pour peut-être limiter les déplacements et ainsi diminuer les émissions carbone à l'échelle d'un territoire ou d'une zone géographique. Et dernier exemple, qui est un exemple double, donc là c'est sur de la cartographie, donc un petit peu le nerf de la guerre. Donc ça c'est des cartographies qui sont réalisées sous Python, un petit peu comme dans le cadre de Marie-Françoise. Donc la carte de gauche, elle est interactive. Elle a été réalisée avec la librairie Python, avec la librairie Folium, pardon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'aspect technique. Et celle de droite, elle n'est pas interactive et elle a été réalisée avec Basemap. Alors, je vais juste montrer un petit peu la carte interactive. Là, donc cette carte-là, elle est totalement interactive et une fois qu'elle est produite, comme le disait Marie-Françoise, on n'a plus besoin de connexion Internet pour naviguer dessus. Et pour l'occasion, j'ai fait un petit exemple en plaçant un point sur Niamey, on place un petit marqueur interactif. Quand on clique dessus, ici on a c'est le point du marché artisanal de Niamey, avec ses coordonnées, donc la latitude et les longitudes, mais on pourrait très bien imaginer insérer tout un tas d'informations, et c'est complètement personnalisable. Et donc, je vais revenir ici, sur la deuxième carte. Donc elle n'est pas interactive, mais je vais en profiter pour conclure et vous dire que l'analyse de données géographiques, ça peut être utile même là où on ne l'imagine pas trop. Donc cette carte, je l'avais produite pour un client australien qui voulait trouver de nouveaux sites archéologiques. Donc il a fait appel à moi, et donc j'ai récupéré toute une liste de 60 000 sites archéologiques
Et j'ai enrichi cette base avec plein de données géographiques. Donc, par exemple, l'altitude, la proximité de la mer, tout un tas de choses, les précipitations. Donc ça m'a permis d'élaborer un profil type du site archéologique. Et ensuite, j'ai sondé le territoire australien pour voir quels étaient les points sur ce territoire qui correspondaient au profil type. Et donc là, ce que j'ai mis sur la map, c'est les points qui correspondaient partiellement ou complètement au profil. Et plus le point est rouge, plus ça veut dire que cette localisation-là correspond au profil type recherché. Et aujourd'hui, mon client fait ses recherches de nouveaux sites par rapport à ça. Donc vous aussi, même si dans le cadre de la collaboration internationale, vous n'aviez peut-être pas l'idée de faire peut-être déjà du SIG, et en plus de coupler ça avec de l'analyse de données, et ben peut-être que ça peut être très intéressant pour vous parce que c'est des choses qui vont se développer et c'est un outil très puissant pour prendre des décisions par la suite. Donc voilà, c'était ma conclusion. Merci Jean-François. Donc comme vous l'aurez compris, on a eu 2 porteurs de projets suivis par donc une première structure qui accompagne les projets qui s'appuient sur les SIG. Et vient la parole maintenant à Jean-Guy Odéou qui travaille au sein de Carte ONG, donc une ONG qui accompagne également ce type de projet-là. Donc Jean-Guy, c'est à toi. Allô, oui, bonjour. On t'entend bien. Je vais juste lancer la présentation rapidement. Petite seconde. Est-ce que vous voyez la... Et on te voit, on voit tout à fait ton écran. Donc c'est bon, tu peux y aller. Merci. Bon, ben nickel. Bonjour à tous, très content d'être là ce soir. Moi, je m'appelle Jean-Guy et je vais vous parler un petit peu à la fois de ce qui peut se faire en SIG et à la fois du rôle de Carte ONG un petit peu dans le monde, de la cartographie en général et de l'accompagnement des petites structures en carto. Pour me présenter rapidement, je suis géographe de formation. J'ai passé 6 ou 7 ans sur des missions de cartographe sur le terrain avec pas mal d'ONG, notamment Médecins sans frontières. Et aujourd'hui, je travaille en Carte ONG en tant qu'analyste SIG à Chambéry. Et j'accompagne du coup les structures, qu'elles soient grosses ou petites, dans l'installation de SIG chez elles. Alors, Carte ONG, c'est quoi ? Carte ONG, déjà, c'est une asso. Pour ceux qui se posaient la question, ce n'est pas une compagnie privée, c'est une association française loi 1901 qui fonctionne selon le principe du H2H, c'est-à-dire humanitaire pour humanitaire. Et l'idée est de dire plutôt que de recourir en fait, au service de très grandes boîtes privées ou de très grands bureaux d'études, pourquoi en fait ne pas créer une ONG qui ferait ce travail pour d'autres ONG ? Donc voilà, sans vouloir vous noyer forcément d'informations dans ce qu'on fait, puisque vous le retrouverez un petit peu plus tard dans les PowerPoint qu'on vous enverra, on accompagne donc en fait les ONG petites ou grandes dans les systèmes d'information géographique, dans la collecte de données sur mobile, dans les approches de la gestion de leurs données à l'intérieur de leur organisation, sur comment passer en fait de tous ces concepts de cartes à quelque chose de concret dans son organisation, dans son projet, et puis sur le traitement quand ça demande des compétences ou des logiciels un peu spécifiques et où là, ça passe par nous. Concrètement, ça se transforme en quoi sur le terrain? Ça se transforme en la création de cartes PDF sur commande ou j'y viendrai bénévolement. On fait également de la télédétection et de l'image d'analyse satellite. On fait des géo-applications en ligne, j'en présenterai une rapidement. C'est des cartes dynamiques, un petit peu comme votre Google Maps, mais maison. Et des géoportails qui sont en gros la version un petit peu plus puissante de ces applications. On crée des enquêtes qui collectent sur téléphone ou sur papier, puis qui ensuite sont rentrées dans Excel, visualisées sur des cartes. On fait du suivi d'infrastructure, comme ça a été démontré par Jeff, et des outils de collecte d'informations. Voilà, on fait également de l'analyse de données et on aide les ONG qui le souhaitent et les assos qui le souhaitent dans tout ce qui est les approches un petit peu légales et participatives. Donc légal, c'est le fait quand une organisation souhaite partager ses données au public, soit dans un souci de transparence, soit dans un souci de collaboration, soit les deux. Protection des données, c'est tout ce qui est en rapport avec les lois européennes de protection des données personnelles, individuelles, des cookies, etc. Les approches participatives, c'est à chaque fois qu'on souhaite demander, entre guillemets, à tout le monde sur Internet de venir contribuer à l'une de vos cartes en dessinant des routes, des arbres, etc.
avec l'aide d'OpenStreetMap, qui est une plateforme de carte participative, et en fin de compte, faire des évaluations de tout ce qui s'appelle IM, soit Information Management ou gestion d'information dans votre ONG. Avant de passer à l'exemple concret, petit point aussi, à Carte ONG, on a deux modes de fonctionnement. Pour des petits projets qui sont à la fois pour des structures à taille raisonnable, qui n'ont pas forcément des moyens énormes, et à condition que le projet ne soit pas trop complexe, on a un mode de fonctionnement qui repose sur un grand réseau de bénévoles à Carte ONG, qui est assez ancien puisqu'il tourne depuis 2007, et qui est capable de produire assez régulièrement des tâches techniques, des accompagnements dans les projets ou de l'implantation de SIG pour des organisations ou des projets de manière gratuite. C'est-à-dire que ce n'est pas un support qui est facturé par Carte ONG, c'est quelque chose qu'on fait volontairement et gratuitement. Après, bien sûr, c'est quelque part à nous de nous réserver le droit d'accepter ou de refuser le projet en fonction de s'il est réaliste ou pas. Mais voilà. Et puis, on a une équipe pro qui fonctionne de manière, donc, on va dire, contractuelle, qui là, j'en parlerai pas trop lors de cette session, tout simplement parce qu'en fait, la plupart des organisations qui ont besoin de solliciter les services de Carte ONG, ce sont souvent des très grosses ONG comme Médecins sans frontières, les Nations Unies ou Solidarité internationale, par exemple, et c'est peut-être moins à l'échelle à laquelle on travaille aujourd'hui. Et rapidement, donc on travaille depuis 2007. J'ai donné un petit exemple ici sur la carte, donc des missions qu'on fait de 2017 à 2019, qui peuvent être de la formation, de l'implémentation, c'est-à-dire en gros aller faire des cartes sur le terrain, ou des missions de diagnostic de besoins, où c'est plus un rôle d'accompagnement des petites structures dans leur souhait en fait, de mettre en place la cartographie. Donc un petit peu partout, mais essentiellement sur les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, avec depuis peu un gros centre d'activité sur le Bangladesh également. Alors, quelques exemples de cartes très simples qu'on va produire quand on est sur le terrain ou quand on se fait, entre guillemets, activer par un projet ou une association ou un petit projet ou une ONG qui a besoin de cartes. On peut produire des cartes très variées. Alors, il y a des cartes toutes simples. Vous travaillez dans une région, vous avez besoin de savoir où sont les routes, les villages, les capitales, tout comme pourrait le produire en France l'IGN ou le gouvernement du pays, sauf qu'elle est customisée avec les besoins et les couches et les informations du choix de l'ONG ou du projet qui nous demande donc de les produire ou qui les produit avec notre aide. Donc ici, on en a une à l'échelle régionale et puis ici, on en a typiquement une à l'échelle de la ville qui a été cartographiée avec tous les points sur la carte qui intéressent l'ONG en question. Ces cartes, ce sont des cartes qui sont des PDF et des impressions papier. Donc là, c'est deux exemples, l'un en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, et l'autre en Ukraine, sur la capitale de Oblast. Voilà, dans le détail, ça donne un petit peu ces rendus visuels. On fait également beaucoup, il y a énormément de projets et d'associations qui nous demandent de cartographie où on montre grosso modo ce qui se passe sur le terrain. Ça signifie dans votre zone, et ici ces zones-là, ça peut être des régions, ça peut être aussi des quartiers de la ville, ça peut être des villages, ça peut être plusieurs pays si on le souhaite. Et en fait, quelles activités sont faites par quelles ONG et par quelles associations? En disant, voilà, ici, H, c'est de la santé, par exemple, c'est fait en collaboration par moi-même et le gouvernement. Ici, l'accompagnement des enfants va se faire plutôt par l'ONU ou par la SIRC, et l'accompagnement à l'agriculture va se faire par Solidarité internationale et par mon projet à moi. Ça s'appelle la cartographie d'activité. Ici, c'est un exemple qui est fait entre plusieurs organisations, plusieurs ONG, plusieurs assos, mais imaginez que ça peut très bien s'appliquer à votre ville, au quartier dans lequel vous êtes en train de travailler, dans la région agricole dans laquelle vous êtes en train de travailler, et qui montre un petit peu où se déroulent géographiquement les activités des uns et des autres. C'est quelque chose où on fait à la fois la réalisation de la carte et l'accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui passe du temps avec vous et qui va vous dire, voilà, pour créer cette carte, moi j'ai besoin de ce fichier Excel. Avec ces colonnes-là, ces colonnes-là, ces colonnes-là. Il y a un code qui est donné à chacune des zones ou des villages que vous souhaitez cartographier. Chaque code, c'est une ligne dans votre fichier Excel. Après, les colonnes, c'est à vous de les remplir. On ne va pas les inventer puisque c'est vous qui connaissez votre projet. Et puis ensuite, nous, on crée la carte et éventuellement, si la structure a le temps, les moyens et l'intérêt, on vous montre aussi comment créer cette carte vous-même, en utilisant des logiciels libres. Il y a une question là-dessus, on pourra y revenir à la fin d'ailleurs. Voilà, je glisse rapidement pour tenir le temps. Il y a pas mal de cartes qui nous sont demandées, par exemple pour des structures qui travaillent en eau et assainissement ou qui travaillent en agriculture. Là, un exemple tout simple, c'est de dire, voilà, j'ai ici des forages, donc des boreholes en anglais, et je souhaite savoir combien des latrines de mon camp de réfugiés se situent à moins de 200 mètres d'un forage. Ça peut être pour des raisons de ne pas polluer l'eau, ça peut être pour des raisons de maintenir l'eau à disposition, etc. Mais c'est une carte très simple où on utilise ce qui s'appelle l'analyse spatiale, où le logiciel de cartographie, le SIG, calcule
tout ce qui est dans un rayon de moins de 200 mètres et quelle est la zone de couverture de vos forages et de vos toilettes. On utilise également ce qu'on appelle des cartes métiers en épidémiologie quand il y a des cas de maladie pour essayer de spotter où sont les hotspots, où sont les foyers d'épidémie au fur et à mesure. Donc tous les matins, il y a une carte qui est produite et qui est mise à disposition des scientifiques et des médecins pour qu'ils sachent d'où viennent les dernières nouvelles de cas qui viennent à notre connaissance. On ne travaille jamais tout seul à carte ONG, on travaille toujours impliqué et imbriqué dans un projet d'une ONG qui, elle, implémente. Nous ne sommes que, entre guillemets, des cartographes. On est en quelque sorte des geeks dont le travail est de vous aider en fait en tant que porteur de projets locaux ou internationaux à mettre en place vos activités. Ça peut être également de l'analyse de risque qui peut nous être commandée. Donc, par exemple, ici, on a un camp de réfugiés au Bangladesh avec toutes les localisations des latrines et aucune de ces latrines n'a le droit de se trouver dans une zone potentiellement inondable si les pluies arrivent un peu violemment lors de la saison des pluies. Et Carte ONG utilise le SIG pour cartographier où seraient à une certaine hauteur d'eau donnée les zones qui seraient en théorie inondées. Et ça permet aux gens d'anticiper, de savoir que voilà, cette latrine-là, par exemple, devrait être déplacée plus haut sur la colline pour éviter d'être inondée s'il y avait inondation. C'est des exemples très simples, évidemment, derrière il y a tout plein de méthodos, mais je ne voulais pas vous noyer dans la technique ce soir, l'idée c'est de vous montrer plutôt un panel de ce qui est possible. On fait également de l'analyse de réseau. Ici, vous le voyez dans la province de Tete au Mozambique. On a une structure ici, alors c'est de la terre, mais ça pourrait s'appliquer à l'agriculture ou n'importe quoi, qui a besoin de ravitailler ici tout plein de centres secondaires, ce sont des petites pastilles rouges, et puis des séries de villages qui sont sur ces itinéraires-là. Et donc, nous, notre travail ici, c'était d'optimiser leur réseau de distribution. Donc, où est-ce qu'ils allaient envoyer des voitures, des camions, des taxis avec de l'équipement pour organiser à mi-chemin des stations de ravitaillement en carburant si nécessaire, ou à quel moment se ravitailler dans des structures qui vendent du carburant qui sont privées dans le Mozambique, et comment arriver par les itinéraires les plus faciles, les plus rapides et les plus sécurisés, parce que parfois on fait des détours pour éviter une zone où il y a du danger, il y a du conflit, ou alors où simplement les routes sont en mauvais état. Voilà, rapidement, sans m'étendre. Je suis à combien de temps, Alice, si je peux me permettre? Excuse-moi, je ne peux pas dépasser. Il te reste encore 5 bonnes minutes. Bon, bah parfait, j'ai le temps alors de montrer un petit exemple en plus. Donc, comme je vous le disais au début, excusez-moi pour l'anglais sur cette diapositive. Au début, on est sur des cartes qui sont du PDF ou des cartes imprimées sur papier qui peuvent être données par Carte ONG. Et puis, au fur et à mesure que les organisations deviennent plus fortes en cartographie, qu'elles commencent à mieux maîtriser tous les Excel qu'elles manipulent et à mieux maîtriser aussi l'interaction avec nous et avec leurs propres cartographes si jamais ils ont des gens qui souhaitent mettre au travail à l'intérieur de la structure. On voit évoluer beaucoup chez nous des organisations qui au début demandent des maps statiques, un petit peu comme Jeff a présenté des produits qui sont vraiment une cartographie sur une image ou sur un PDF ou sur un papier imprimé. Et puis petit à petit, on voit ça se diriger vers des applications où on peut zoomer, se déplacer. Je vais vous en montrer 2 exemples dans une minute. Cliquer pour avoir des petites pop-up avec des informations. Et puis plus on avance, plus on se dirige vers des applications d'analyse statistique pour montrer voilà, différents indicateurs sur vos activités, pour découvrir des phénomènes spatiaux qu'on n'aurait pas pensé. Par exemple, ah ben tiens, surprise, tous les projets où j'arrive pas à tenir mes délais, c'est les projets qui sont à proximité d'une certaine zone ou d'un certain village. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison spatiale derrière? Est-ce qu'il y a une cause qu'on pourrait découvrir en regardant les choses sur les cartes? Je vais, si ça marche, prendre 2 secondes pour switcher sur 2 applications Carto. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Et est-ce que vous voyez Carte ONG Map? Oui. Ok. Donc très rapidement et sans m'étendre, 2 exemples de géo-applications qui sont développées chez nous. L'une, c'est une carte des projets. Alors on l'a développée à titre d'exemple pour nous-mêmes. C'est une démonstration, une démo quoi, pour montrer vos propres opérations. Et l'idée, c'est que où que ce soit dans un pays en particulier, vous avez une cartographie dynamique qui vous permet de montrer, voilà, ça c'est mon activité du mois dernier ou de l'année dernière. Elle s'est déroulée de telle date à telle date. C'est ce genre d'activité-là. Ici, par exemple, c'était un training, une formation. Avec des liens si vous le souhaitez, des petits textes descriptifs et la possibilité de montrer des photos aussi dans ces cas-là. Et puis quand vous cliquez sur un autre, ici ça change le petit volet et la possibilité de montrer plusieurs points qui sont au même endroit si vous le souhaitez. Puis au fur et à mesure qu'on se rapproche, il y a d'autres options. Avec la possibilité aussi de changer le fond de carte si vous le souhaitez voir par exemple du satellite, etc. Et l'idée est de pouvoir montrer n'importe quel type d'activité. Et puis en deuxième, pareil sans m'étendre, d'autres types de possibilités d'applications qui sont ici plus liés au médical, qui montrent l'analyse des cas de rougeole à travers certains pays d'Afrique de l'Ouest. Mais ces indicateurs que vous voyez là sous forme de graphique ou de carte pourraient très bien concerner toute donnée
qui seraient propres et spécifiques à votre projet. Par exemple, moi, je ne sais pas, le nombre de gens que j'ai touchés, le nombre de kilomètres qui a été parcouru, le nombre de champs qui a été encensé, le nombre d'arbres qui a été planté, le nombre de lampadaires qu'on a installés, etc. Je reviens rapidement sur le PowerPoint. Excusez-moi. Je saute cet exemple. Là, par exemple, c'est un exemple de desserte à partir de tous ces villages. Quelles zones sont proches ou éloignées ou très éloignées à pied des structures de santé et où est-ce que le gouvernement, par exemple, serait intéressé à mettre une structure de santé pour améliorer la couverture, pour pas que les gens aient à marcher 2 ou 3 ou 4 jours pour atteindre à pied des structures de santé. On faisait ça dans le cadre de la mesure des objectifs de développement durable. Je vais passer l'exemple de la malaria parce que je ne vais pas avoir le temps de vous le montrer en détail. L'important, je pense, c'est de tenir un petit peu le temps. Alors, je fais mes 2 dernières slides. Je vais juste souligner 2 choses. Je pense que c'est important pour ceux d'entre vous qui sont gestionnaires de projets. La cartographie, c'est une super valeur ajoutée. Elle est réelle, elle est mesurable au projet. Elle est à la fois appréciée par les gens qui sont sur le terrain tous les jours, dans les voitures ou en réunion sur le terrain, dans les contextes où on applique nos activités. Et il est aussi apprécié des donneurs, des gens à qui vous devez une redevabilité envers les gouvernements, etc. Donc, c'est vraiment un outil puissant, qui est souple, qui est capable d'améliorer votre planification, votre guidage, votre redevabilité et votre communication. Et qui, en plus, est transmissible. On reviendra peut-être en fin de session à des questions sur est-ce que c'est transmissible, est-ce que c'est gratuit, est-ce que ça peut s'apprendre, etc. La réponse est oui. Par contre, ce n'est pas un outil magique, ça demande du temps, des compétences et des ressources que vous souhaitiez le faire vous-même, l'externaliser à une structure comme CartoNG, comme celle que Jeff nous a présentée juste avant. Il y a plein de solutions possibles, mais ça représente du temps, des ressources et de l'énergie. Et le mieux aussi, c'est de bien réaliser que ça doit s'inscrire dans une réelle gestion des données de votre organisation. Gestion des données, ça peut être simplement 2 fichiers Excel si vous êtes un petit projet, ou ça peut être beaucoup plus gros si vous êtes une organisation un petit peu plus massive, disons, en tout cas. Une dernière slide. D'accord, mais comment on peut connecter ça aux projets régionaux de coopération? Par où commencer? Les 3 étapes qu'on recommande souvent, c'est évaluer le besoin de cartographie que peut avoir votre projet. Parfois, la réponse, c'est aucun, on n'en fera pas. Mettre en place des solutions pratiques en essayant aussi tôt que possible de sortir 1 ou 2 cartes qui commencent à être utiles, qui commencent à être un peu jolies, qui aident aux gens à s'habituer à cet outil cartographique. Et puis renforcer la capacité SIG dans les associations de coopération internationale pour que ce ne soit pas toujours un corps externe ou des internationaux qui aient cette compétence-là, mais que ça soit transmis, appris. Et voilà, comme je vous le disais au début, il y a 3 solutions de notre côté un petit peu pour vous accompagner là-dedans. Si c'est des questions simples, si vous êtes une petite organisation, il n'y a pas forcément les moyens, n'hésitez pas à nous contacter. On a du support bénévole. Ce n'est pas parce que c'est bénévole que ce n'est pas professionnel. Ça existe depuis 2007. On a aujourd'hui 27 organisations qui se sont associées à nous pour des petits projets. Certaines sont ravies du support qu'on leur a donné. D'autres, on a dû arrêter les projets parce que voilà, ce n'était pas en réaliste. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Si c'est plus ambitieux, il y a la possibilité de faire du cofinancement, notamment soutenu par l'AFD entre plusieurs structures, plusieurs projets peut-être qui sont là ce soir, et où CartoNG va être prestataire en tant qu'expert. C'est possible d'être fait entre plusieurs assos. Et puis enfin, mais c'est plutôt pour des associations de taille moyenne à grande, c'est ce qui s'appelle du support CartoNG en financement direct, où là, en fait, CartoNG, même si c'est une asso, va en fait se présenter en tant que prestataire privé, tout comme le ferait une organisation privée. La seule différence étant que tout bénéfice, de notre côté, sert à payer les salariés pour nous permettre de vivre, mais immédiatement réinjecter ensuite, s'il y a du bénéfice, dans les projets bénévoles qu'on fait et éventuellement dans les projets qu'on accompagne. Voilà, je m'excuse, j'ai parlé assez vite, c'était très dense, mais l'idée était de vous donner à la fois une vue des cartes, une vue de à quoi ça sert et une vue aussi de comment on met ça en place en matière de conduite de projet. Même si c'est un peu superficiel, n'hésitez pas à revenir si vous avez des questions. Merci beaucoup Jean-Guy. C'était bien complet. J'ai vu qu'il y avait quelques questions déjà qui étaient posées. Pour rappel, on pourra y répondre à la fin des interventions. Et du coup, il nous en reste une qui est par Sébastien Lefebvre, qui est chargé de mission coopération internationale au Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et qui va nous parler un peu des perspectives et de la suite après cet événement. Donc Sébastien, je te donne la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc cet atelier avait pour objectif d'informer les acteurs bretons de la solidarité internationale, mais aussi de créer un réseau d'acteurs qui pourraient être intéressés par cette thématique et la développer. Donc, vous informer sur les atouts d'un SIG, ça
comme vous avez pu le voir, un outil de communication sur vos projets. C'est aussi un outil de bonne gestion des projets avec un bon partage d'informations et un outil d'aide à la gouvernance pour nous, les porteurs de projets, mais aussi pour les partenaires, les différents partenaires qui participent au projet. Alors, pourquoi créer un réseau d'acteurs? Parce qu'on trouve que c'est intéressant de partager nos expériences. Vous avez pu voir qu'il y a des petits SIG, des plus gros, il y a des qualités différentes. Ce qui est important, c'est d'échanger entre nous et de voir ce qu'on peut faire ensemble. On peut aider certains à démarrer, on peut aussi aider d'autres à aller plus loin. Et merci à Jean-François et à Jean-Guy parce que vous nous avez montré qu'on peut aller très loin. C'est développer des projets collaboratifs, c'est-à-dire qu'à travers ce réseau, on aimerait travailler ensemble sur comment renforcer nos compétences et pouvoir aller chercher des financements, parce qu'effectivement, nous sommes des petites structures. Et puis, soutenir le développement des SIG chez nos partenaires. Donc, développer les SIG avec nos partenaires, c'est sensibiliser nos partenaires à l'intérêt d'un SIG. Ce n'est pas que pour nous, mais c'est aussi promouvoir l'intérêt des SIG. C'est soutenir des dynamiques locales chez nos partenaires du Sud. Et puis, soutenir la création de réseaux professionnels. Donc, ce qu'on souhaite, c'est trouver des financements pour organiser des ateliers et partager des expériences et former les techniciens. Enfin, quelle suite donner? Donc, comme je me répète un petit peu, hein, mais c'est vraiment chercher des acteurs ayant des partenaires au Sahel. On priorise sur le Sahel parce que les premiers acteurs à vouloir se rassembler sont pour l'instant sur le Sahel. Et on pense qu'on peut trouver des financements assez rapidement sur cette région. Mais nous sommes prêts aussi à étudier comment soutenir les autres acteurs qui ne sont pas forcément en partenariat sur le Sahel. Et puis, selon les échanges qui auront lieu ce soir, après cette présentation, on pourra adapter des groupes de travail. Voilà, j'espère que la connexion a été bonne. J'ai eu une petite alerte, mais apparemment, ça a l'air de passer. Donc, voilà pourquoi on voulait faire cet atelier ce soir et voilà aussi les raisons pour lesquelles on souhaite donner une suite. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Du coup, comme vous l'aurez compris, on fera après, dans la fin de la semaine, on fera un appel à la manifestation d'intérêt, enfin plutôt début 2021, pour les structures ou personnes qui seraient intéressées pour participer au groupe de travail dont parlait Sébastien, et puis pour donner une suite à un vrai réseau d'acteurs autour de cette thématique. Voilà, je vous remercie tous. Peut-être que c'est l'occasion donc de passer aux questions. Je vais commencer par les questions qui ont été écrites. Encore une fois, les participants, je vous invite à écrire vraiment toutes les questions que vous avez et éventuellement, si vous voulez intervenir oralement, c'est possible. Donc la première question, qui était une question pour Karim, je ne sais pas si tu es encore là, Karim, par Marie-Brigitte Digou du Greffe Bretagne. La situation géopolitique ne constitue-t-elle pas un frein à cette coopération? Donc, c'était concernant le projet que tu nous as présenté au tout début de la présentation. Oui, au départ, c'était un problème parce que par rapport à la situation géosécuritaire au niveau de la région de Mopti, ça a été d'abord pour le financement de certains projets, mais avec les systèmes d'information géographique, nous avons pu et puis les montrer notre appréhension sur la situation sécuritaire. Donc, à travers les croisements des données et puis les infos sur le terrain, et ce que nous vivons ici au centre, donc nous avons pu convaincre les partenaires pour montrer les zones d'insécurité et puis les zones où on peut vraiment travailler et mettre ces projets en place. Merci. Vous m'entendez? Oui, oui.
Voilà. Merci Karim. Est-ce que ça a pu répondre à la question? Bon. Il y a une autre question de Jacques Teigas. Alors, par contre, je n'ai pas la structure d'où il vient, mais sa question est, y a-t-il des logiciels libres et gratuits qui permettent de mettre en œuvre un SIG? Je ne sais pas qui veut qui veut répondre, Jean-Guy, Jean-François, Marie-François, enfin, ceux qui le Jean-François, souhaitent. Si vous le souhaitez. Vas-y, Jean-François. Je peux commencer, puis Ouais, éventuellement vas-y. tu pourras compléter, Jean-Guy. Oui, il existe Tu peux remettre ta caméra si tu veux. Il existe en effet des solutions gratuites. Après, la question importante, c'est est-ce que derrière, vous avez quelqu'un qui a les compétences techniques pour mettre ça en place? Donc, ça peut être des logiciels, on va dire tout fait, ça peut être de la programmation. Il faut voir derrière si vous avez quelqu'un qui est apte à utiliser ce qui est gratuit. Justement, je voulais compléter par rapport à des logiciels libres. Ici, quand même, au niveau du Mali, beaucoup de projets utilisent aussi comme logiciel libre les Quantum GIS. Donc c'est un logiciel qui est libre. Tout le monde peut télécharger et puis développer son propre site, quoi. Ça a à peu près les mêmes performances que les MapInfo et QGIS, mais il y a des différences par rapport à l'analyse, par rapport au rendu. Peut-être pour compléter, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs niveaux dans le SIG. Le niveau SIG le plus simple, en fait, c'est tout simplement un fichier Excel qu'on transforme en une carte. Et la plupart des logiciels qui aujourd'hui le font pour créer des cartes PDF, ce sont des logiciels qu'on appelle aujourd'hui clic-bouton. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être un codeur informatique pour pouvoir le faire. C'est un logiciel qui s'apprend, tout comme on apprend à utiliser à l'origine Word, Excel, puis après PowerPoint, puis après Microsoft Access, et puis après éventuellement des logiciels de RH, des logiciels de finance. Ça s'apprend comme un logiciel. Ça représente un peu de temps, mais il n'y a pas besoin de codage informatique. Cependant, ça représente vite du temps. Et souvent, il faut une maîtrise, on va dire, d'Excel où on est à l'aise avec les données, on comprend c'est quoi une colonne d'index, etc. Et ça nous donne accès au premier niveau de carte. Ensuite, quand on commence à approcher la cartographie dynamique, c'est-à-dire les outils un petit peu de Google Maps maison qui ont pu être présentés par les uns pour les autres ce soir, assez rapidement, même s'il existe là aussi des logiciels clic-bouton, si on veut faire exactement ce qu'on veut, on se dirige vers quelque chose qui est déjà un petit peu plus complexe, mais de toute façon, il y a déjà pas mal de valeur ajoutée à faire de la cartographie de base. Merci. Donc, je vais essayer de prendre les questions dans l'ordre. Il y a encore 2 questions écrites et ensuite, il y a 2 mains qui se sont levées. Et donc, je donnerai la parole à Sédou Kone et à Diallo. Donc, la première question, c'est dans notre association de Stéphane de la Torre, nous souhaiterions mettre en place l'utilisation des SIG, ou SIG, je ne sais pas comment on dit, mais nous n'avons pas encore les connaissances. Est-ce difficile à apprendre, à mettre en place? Vous parlez d'apprendre les SIG, mais il y a aussi le langage Python à apprendre, semble-t-il. Combien de temps cela prend-il? Donc ça rejoint un petit peu la question à laquelle vous venez de répondre. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter en plus de ce que vous venez de dire. Oui, alors moi je viens dire quelque chose. Alors effectivement, donc il n'est pas nécessaire d'apprendre le langage Python à partir du moment où on a déjà un logiciel qui fabrique la carte. Donc nous, dans notre exemple que j'ai expliqué, on a fabriqué nous-mêmes le logiciel qui fabriquait la carte, donc il fallait un expert Python pour réaliser ce programme, mais parce que c'était un stage étudiant. Mais sinon, après, effectivement, c'est juste un clic. Hein. Comme j'ai dit, il suffit de taper la commande cartographier.py. Ça ne nécessite pas du tout de connaître Python pour créer la carte à partir du fichier Excel. Effectivement, je pense que le plus gros problème, c'est plutôt la base de données Excel, sa fiabilité, le fait que, comme je disais, quelquefois, on appelle de la même façon des villages différents, etc. Donc c'est plutôt bien connaître le terrain, avoir un fichier Excel bien fait, et après, je ne pense pas qu'il y ait besoin vraiment de connaître Python pour pouvoir réaliser déjà des cartes assez utiles. Tout à fait d'accord avec Marie-Françoise.
La dernière partie de la question qui demande combien de temps cela prend-il, elle est un peu difficile à répondre, particulièrement par rapport à ce que vient de dire Marie-Françoise. En fin de compte, ce qui prend parfois du temps, c'est d'organiser ces données, organiser ces fichiers Excel pour qu'ils soient propres en arrière-plan avant de vouloir les mettre sur carte. Et ça dépend complètement de combien vous en avez, de qui sont propres au départ, etc. Mais juste pour vous donner un élément de quantité et de temps, quand par exemple il nous arrive de la carte ONG de donner des formations, on a plusieurs types. La formation la plus légère, elle prend une demi-journée à une journée. C'est de l'apprentissage, on apprend à mettre un ou deux points sur carte, à commencer à mettre une ou deux informations dessus. Pour aller un petit peu plus loin, on est sur des formations de 2 jours qui permettent un petit peu d'apprendre à gérer ces données. Et le maximum qu'on fait en général, c'est une semaine. Si ça peut vous donner un petit peu une idée du temps qu'il faut. Ça vous donne les outils de base. Après, je trouve que le point de Marie-Françoise est vraiment très important. C'est vraiment la gestion de vos données derrière et juste à quel point elles sont propres et qui va vraiment déterminer comment vous pourrez faire de la carto et quelle énergie ça va demander. Alice, Oui. excuse-moi, en fait, je voudrais revenir un peu sur la première question parce que effectivement, on peut se poser des questions sur comment on travaille en zone rouge, c'est-à-dire en période de conflit. Il faut savoir que Karim, non seulement il anime le comité de pilotage, mais aussi il anime des formations sur la région de Mopti pour des fonctionnaires qui travaillent dans les cercles. Donc, c'est l'équivalent des départements chez nous. Et dans les communes. Et donc, par exemple, il les a formés à utiliser un GPS, à faire rentrer les coordonnées longitude, latitude. Et puis, ce que vous étiez en train de dire sur la qualité des données et comment on les met sur carte après. Donc, c'est possible. Par contre, il faut s'adapter au contexte local et comme on ne peut pas aller à Mopti, on va à Bamako, on fait des points à Bamako et puis on lui a permis de venir aussi en France et de rencontrer des techniciens qui lui ont fait partager leurs expériences et après, à distance, il continue à échanger avec eux. Et c'est là aussi l'intérêt de créer ce réseau, c'est que sur la zone sahélienne, plus ils vont être nombreux à se connaître, plus ils vont développer les échanges de savoir, les expertises, et puis nous, on pourra justifier des financements pour aller faire des formations là-bas et les soutenir à développer leur propre système d'information géographique. Voilà, c'était un petit complément pour leur dire que même quand c'est en zone rouge, on peut continuer. Il y a quelques complications, mais ça ne freine pas tellement le projet. D'accord. Je vais juste donner la parole à Amadou Diallo qui lève la main depuis un petit bout de temps. Alors. Alors, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Une partie de ma question a été répondue par Carto ONG. C'était de savoir est-ce que leur organisation fournit des formations, des renforcements de capacités ou cette formation dont elle a parlé, est-ce qu'elle est libre? Pour moi, mon intérêt pour la cartographie, c'est aujourd'hui je travaille dans l'humanitaire aujourd'hui, donc dans la sécurité, c'est de savoir localiser les attaques, les affrontements, les IED, les destructions de villages, ainsi de suite dans les régions de Mopti et de Ségou. C'est vrai qu'il y a des logiciels traditionnels que l'on connaît à ArcGIS, QuantumGIS ou Mapinfo, mais aujourd'hui, on est dans la dynamique de la cartographie interactive. Donc, le monde évoluant très vite, on a toujours besoin de renforcement des capacités. Est-ce que Carto ONG offre de telles options ou est-elle gratuite ou payante? Au passage, je remercie beaucoup Karim Koulibaly avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Merci, c'était là ma question pour le moment. Ok, merci. Bien, pour répondre à la fois brièvement et en séparant bien les choses, il y a grosso modo 3 possibilités. Il y a une première possibilité, ce sont des ressources en ligne. Que Carto ONG produit des vidéos, des posts de blog qui aident à s'auto-former à la cartographie, dynamique ou statique, et elles sont disponibles librement et gratuitement.
Deuxième chose, on peut, à la demande d'une organisation, faire un pré-tri, en fait, un catalogue en fonction de ce qu'ils aimeraient explorer, d'autres formations gratuites, pas forcément de nous, qui peuvent être existantes sur le web et à laquelle il peut être intéressant de se former. Jusque-là, c'est du support qui est entièrement gratuit. Et puis après, il y a la question, est-ce qu'on peut se faire former par Carte ONG, se faire accompagner, recevoir un accompagnement personnalisé avec du temps sur une demi-journée, une journée ou plus. Et là, si c'est du niveau, on va dire, basique, c'est possible à travers les bénévoles de Carte ONG. Si c'est de l'accompagnement vraiment d'une structure et d'un projet pendant assez longtemps, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, là, c'est quelque chose qui se fait dans le cadre d'un financement, éventuellement d'un cofinancement entre plusieurs structures. Voilà. Et puis peut-être pour préciser, merci à Sébastien de m'avoir flagué ça, peut-être sans le savoir. Je voudrais juste préciser qu'on est assez aussi, disons, on souhaite vraiment encourager ces logiques de gestion d'acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, si vous activez Carte ONG, on a suffisamment de ressources pour répondre à tous les besoins en termes de carto, mais on trouve que ça a beaucoup plus de valeur si on peut faire un réseau avec le demandeur, nous-mêmes qui puissent accompagner bénévolement ou professionnellement, et puis ensuite des acteurs d'un réseau, typiquement des personnes qui ont présenté ce soir, Jean-François ou d'autres, ou Marie-Françoise et son équipe, qui puissent ensuite enraciner ce projet-là. Voilà. Merci. Alors, deux petites choses. Je vais donner la parole à Sédou Kohn, donc, qui a posé une question. Est-ce qu'au Mali, vous avez déjà développé des stages pour des projets ? Et juste pour répondre rapidement à Stéphane Delatoré et Jacques Taïgas, on vous donnera dans le compte-rendu les coordonnées des intervenants, donc vous aurez toutes les informations pour rentrer en contact avec eux. Donc, qui peut répondre pour des projets au Mali ? J'imagine peut-être Karim, ou si d'autres... Bon, moi, je voudrais intervenir par rapport à ça. Il y a plusieurs projets de systèmes d'information qui ont été développés au Mali. Notre cas est parmi tant d'autres. Notre système d'information géographique, généralement, c'est développé auprès d'une collectivité. Ce n'est pas sur un seul projet. Donc, nous sommes là pour appuyer les collectivités en matière de cartographie et puis en matière de base de données. Donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir un financement pour la mise en place de notre cellule SIG au niveau de la collectivité région de Mopti. Donc, il y en a plusieurs, comme Jean-Guy vient de dire, il y a plusieurs petits projets SIG au niveau de certaines directions, au niveau du Mali. On trouve qu'ils développent leurs propres projets, mais c'est des SIG qui sont développés au niveau d'une structure seulement pour accompagner par rapport à la réalisation des cartes, par rapport à la gestion des bases de données. Il y en a plein au Mali. Ok, merci Karim. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose ? Je pense que Marie-Françoise, tu veux prendre la parole ? Oui, je voulais prendre la parole, mais en fait, c'est pas pour ajouter par rapport à la réponse à donné Karim, c'est par rapport à une des précisions par rapport à Carte ONG qui parle de petits projets, moyens projets et gros projets. Alors, je voulais savoir, par exemple, notre association, puisqu'on a un peu présenté ce qu'on fait, on se mettrait dans quelle catégorie par rapport à la classification de Carte ONG, juste pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous entendez par là, quoi. Voilà. En fait, petit, moyen et gros fait plutôt référence à la... Pour parler très pratiquement, en fait, petit, moyen et gros fait surtout en fait référence à la quantité de moyens, de ressources, de temps et d'énergie que Carte ONG va devoir déployer pour accompagner le projet. Si on est sur quelque chose en fait, qui peut se faire en une journée, 2 jours, 3 jours, on est sur ce qu'on définit quelque chose qu'on va plutôt déployer un appel bénévole. Si on est sur quelque chose qui est vraiment massif, qui va d'envoyer des gens sur le terrain, par exemple, etc., ce qui est vraiment l'autre extrême de la boucle, on va être typiquement dans du gros projet. Pour essayer de vous donner des chiffres un petit peu plus concrets qui puissent vous aider, si on est sur un SIG qui a 15 couches, donc Karine a très bien montré tout à l'heure le concept de couches, village, limite administrative, etc. Concept que vous maîtrisez bien, j'en ai aucun doute. Et puis peut-être une cinquantaine de colonnes. On est sur du petit projet pour nous. Si on est sur des gros systèmes à database centralisés où il y a plusieurs centaines de couches, etc., c'est malheureusement pas réaliste pour nous d'envisager de faire ça sur des bases bénévoles. Il va falloir envisager un support financé.
Je ne sais pas si c'est assez précis comme réponse. Oui, oui, tout à fait. Merci. La taille de la structure ne dépend pas trop. Il nous arrivait de faire des projets gratuits pour des très grosses structures et des projets payants pour des petites parce que les ambitions n'étaient pas du tout les mêmes. Juste, je voulais ajouter qu'en 2016-17, nous, on avait pris contact avec 4 ONG à travers le conseil départemental pour la mise en place d'une cartographie des actions du développement de solidarité internationale. Mais on a travaillé ensemble, les données ont été envoyées, on était parti jusqu'à chercher un hébergeur pour qu'on puisse ramener le projet au Mali, pour qu'elle puisse être gérée au Mali. Mais au final, on a été confronté au départ j'ai oublié le nom de la dame qui est partie, qui était une bénévole au niveau des 4 ONG. Donc, quand elle partait, on n'avait pas de contact, de lien direct avec d'autres personnes des 4 ONG. Donc, cela a été vraiment un blocage de notre projet. Sinon, on était déjà arrivé même jusqu'à faire l'architecture même du projet. Ensuite, il s'agissait de mettre les données et puis de les transférer au Mali. Donc, au Mali, on avait même choisi un hébergeur que j'ai visité avec Sébastien Lefebvre au Mali, à Fribourg, qui devrait héberger notre base de données. Mais avec le départ de la dame, et puis on n'avait plus le contact avec les autres bénévoles, donc ça a été un frein pour développer ces projets. Donc le travail des bénévolats, souvent, ça peut être un frein pour le développement de certains projets, d'autant plus que la personne n'est pas engagée d'une sorte avec les structures demandeurs. Donc, en cas d'opportunité, un volontaire peut aller. Donc, s'il n'y a pas d'autres suivi ou s'il n'y a pas d'autres contacts, ça peut mettre le projet dans nous. Je voulais, si vous êtes au courant de ça, de nous en parler un tout petit peu. De ce projet en particulier, non. Après, c'est quelque chose qui est un problème récurrent quand on puise dans les ressources bénévoles. En fait, on puise sur le temps privé des gens. Donc, en fait, ils s'engagent de leur propre initiative. Et quand on met en relation des bénévoles, donc c'est un peu un réseau d'acteurs interne chez nous aussi, hein, quand on met en relation des bénévoles à travers un projet, avec des équipes qui vont être soit sur le terrain, soit dans des organisations de coopération internationale, on peut encourager, arbitrer, suivre. Mais puisqu'on a choisi de fonctionner sur un modèle justement qui est bénévole, Carte ONG en quelque sorte n'a aucun pouvoir pour maintenir entre guillemets les gens motivés. Alors maintenant, depuis ce temps-là, on s'est pas mal amélioré. Ce qu'on essaie de faire, c'est avoir une équipe de première réponse puis une équipe de deuxième réponse pour que personne n'ait à s'engager sur 4 ans parce qu'on a tous une vie, les bénévoles aussi. Essayer d'avoir de l'animation de groupe. Mais c'est effectivement un risque qui est présent sur n'importe quel projet, mais c'est un risque qui va avec le fait de pouvoir bénéficier d'une ressource qui est bénévole et par conséquent qui ne demande pas de ressources financières. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Sébastien ou Jean-François, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, je voudrais juste dire à tout le monde que cet atelier était fait pour nous mettre en relation par rapport à cette thématique et toute personne qui chercherait à développer cette thématique. S'il y a des besoins de formation, d'accompagnement, peut-être qu'on peut essayer de se coordonner pour justement monter un dossier. On pense que voilà, on connaît quelques bailleurs qui seraient intéressés de voir ce sujet se développer. Maintenant, il faut qu'on soit un groupe assez nombreux. Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut qu'on soit au moins 5-6 partenaires à vouloir travailler sur cette question entre le Burkina, Niger, Mali. Et après, une fois qu'on aura bien évalué les besoins de chacun, on pourra monter un dossier. Mais si vous pensez que votre partenaire local est intéressé, motivé, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter. Et après, j'échangerai avec Jean-François et Jean-Guy aussi sur quel appui on pourrait avoir avec eux dans cette démarche, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé avec Jean-François, mais l'analyse des données me paraît aussi quelque chose de très pertinent sur les sols et leur capacité, enfin, sur l'analyse des sols et notamment la recherche des ressources hydrauliques.
Mais on peut aussi avoir des questions sur le pastoralisme et d'autres hein, sur des services publics. Donc, je pense qu'il y a matière ce soir, avec ce qu'on a vu, à continuer à travailler ensemble. Je ne peux pas donner d'échéance. Je ne peux pas dire c'est dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Tout va dépendre de comment on peut avancer ensemble. Mais voilà, je vous invite tous, si vous êtes intéressés, à nous laisser vos coordonnées, puis le thème que vous souhaitez approfondir, travailler, et après, qu'on se coordonne. Voilà. Merci. Merci pour ces informations complémentaires. Donc, nous, on reviendra vers vous avec les coordonnées, etc., pour ceux qui veulent se joindre à ce groupe de travail. Je vais quand même donner la parole, sauf si Jean-François, tu voulais ajouter quelque chose. Je vois que tu as allumé tes... Non, rien de majeur. C'était juste pour qu'on nous voit sur la fin. D'accord. Alors, je vais juste donner la parole à Christian Lemoine qui vient de lever la main. Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure, donc je vous donne la parole. Donc, j'active le son. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Donc, association Abadas, donc on intervient sur le Burkina Faso. Donc, ce n'est peut-être pas une bonne question parce qu'on n'a pas la compétence aujourd'hui, mais c'est dire, prenons l'exemple d'une ville comme Bobo-Dioulasso. Il y a énormément d'intervenants sur une ville comme Bobo-Dioulasso et ses intervenants. Et si on prend qu'une seule thématique, par exemple, qui va être l'eau et l'assainissement, il y a plein de structures qui vont être intéressées par cela. Donc, admettons que la ville ait les données de base sur différentes thématiques. Comment ça se passe au niveau des échanges de données? Est-ce que ça se passe bien? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si nous, on voudrait récupérer des données, entre-temps, on aurait une personne qui ait été formée sur la gestion de la SIG. Est-ce que c'est facile de récupérer des données? On a vu qu'il y avait des contraintes en matière d'Internet. Donc, les échanges se font sur une clé externe. Voilà, c'est comment se font ces échanges de données, et en disant, si nous, à un moment donné, on est intervenu sur des forages à un endroit, on a fait évoluer les choses, on a réalisé 50 latrines, on va redonner cette information à la collectivité pour qu'ils complètent leurs documents, pour qu'ils soient à jour. Bon, voilà, ces échanges de données, est-ce que ça se passe bien? Ok, donc une question assez intéressante, plutôt dans le pratique et l'échange d'informations. Qui souhaiterait répondre? Je ne sais pas, Karim, tu n'as pas envie de répondre? Parce qu'en fait, tu connais mieux la situation là, sur le territoire, parce que je pense que toi, tu as déjà collaboré avec les directions déconcentrées de l'État, et justement, il me semble aussi, toutes les questions hydrauliques. Je te laisse la parole, Karim. Effectivement, je ne suivais pas trop les questions. Si toutefois, vous pouvez me rappeler un tout petit peu, quoi. Alors, Christian Lemoine demandait si c'était facile de récupérer les données, notamment sur une commune. Là, il parlait de Bobo-Dioulasso au Burkina. Peut-être que toi, tu peux donner un exemple sur les questions hydrauliques à Mopti, avec la direction régionale de... Oh oui. Et pour notre cas, le conseil régional dans les membres du comité de pilotage, comme on a dit. Donc, c'est un comité de pilotage qui gère notre système d'information géographique. Donc, les thématiques qui sont développées au niveau de notre cellule SIG, toutes les structures déconcentrées fournisseurs des informations sont membres du comité de pilotage. Donc, avec la direction, avec une demande du président de la région de Mopti, donc il fait une demande de mise à disposition des données donc auprès de la direction régionale de l'hydraulique. Donc, avec cette demande, si on arrive au niveau de la direction, donc on nous facilite l'accès à ces informations. Donc, on les explique encore les informations. Non, pardon, excuse-moi, Karim, fini.
Ok, donc les informations au niveau de la région de Mopti sur l'hydraulique, donc ça ne pose pas trop de problèmes auprès des structures de l'État. Mais auprès de certains ONG ou des projets qui réalisent des puits, c'est là où on a beaucoup de problèmes à avoir ces informations. Parce que ces informations-là, c'est très difficile d'avoir ces informations auprès d'autres ONG. Mais si c'est des structures étatiques au niveau de la région de Mopti, toutes les informations sur l'hydraulique sont concentrées au niveau de la direction. Donc, l'accès est très facile et puis libre, quoi. Voilà, c'est ce que je voudrais Et ajouter. je crois que la question C'est le même allait un cas petit peu dans... plus dans le détail, si c'était est-ce qu'il faut avoir accès à une base de données? Est-ce que ça se passe par clé USB? Enfin, dis-moi, Christian, si je me trompe, mais moi j'ai Oui, compris plus les questions comme ça. Oui, moi je pense que par rapport à ça aussi, ça dépend des directions régionales. On peut l'avoir sur clé, on part directement au niveau de la direction, on peut les mettre sur clé, mais on peut l'envoyer aussi par email. Donc, ça dépend de celui qui gère ces informations. Voilà. D'accord. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui, c'est bon pour moi. Et effectivement, c'est dire, c'est important que toutes les données puissent être consolidées. Donc, soit c'est centralisé, mais ça peut aussi dire, voilà, un intervenant extérieur qu'il puisse aussi avoir la capacité auprès de la collectivité centrale d'avoir accès à ces données. Oui, pour compléter l'information, toutes les informations qui sont au niveau de la cellule SIC est accessible à tout le monde. Donc, il suffit de faire une demande. Donc, au niveau de notre cellule SIC, il y a une charte d'utilisation qui a été mise en place, qui définit le rôle de chacun et puis qui définit comment les informations sont accessibles aux autres partenaires, que ce soit les ONG, que ce soit d'autres structures techniques, même les étudiants. Donc, il y a une charte qui a été élaborée qui définit tout ça. Si on collecte les informations auprès des structures techniques, les données sont rassemblées au niveau de la cellule pour prendre les informations selon leurs besoins. Ok. Alors, il y a deux dernières questions de Sédou Koné et Amadou Diallo. Je propose de prendre ces deux dernières questions et puis de conclure, si ça vous va. Alors, Sédou Koné, est-ce que vous nous entendez? Non. Alors, dans ce cas-là, je vais donner la parole à Amadou Diallo. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, c'était une contribution. Je sais qu'au Mali, tout ce qui concerne les interventions des humanitaires au Mali, il y a un portail où on peut avoir toutes les informations au Mali. Donc, je ne crois pas qu'avoir des données des ONG soit aussi compliqué. Parce qu'il y a la plateforme OCHA ou Humanitarian ID où on peut avoir toutes les informations concernant le Mali. Je sais que beaucoup d'ONG ont travaillé dans l'hydraulique, dans le pastoral, dans d'autres domaines, mais ce ne sont pas des ONG qui ont un comité ou une section système d'information géographique à leur niveau. Mais tout ce que les ONG font, on peut le retrouver dans la plateforme humanitarian.id. On peut télécharger toutes les données qui concernent les réalisations des ONG au Mali. Je voulais aussi rebondir sur la proposition de, c'est pas Jean-François ou quelqu'un d'autre, De Sébastien. Sébastien, au sortir de ce webinaire, c'est de créer une plateforme entre nous qui sommes intéressés par le système d'information géographique et voir qu'est-ce que nous pouvons développer ensemble. Moi, aujourd'hui, je travaille dans la sécurité. Je sais que la cartographie est très, très intéressante par rapport à la dynamique des conflits, des incidents et autres, de la zone et de la sécurité au Sahel. Voilà ce que je voulais ajouter aussi.
Merci. Et du Peut-être à coup, souligner oui. très rapidement, juste au niveau d'un strict point de vue cartographique. Là, on ne parle pas des fichiers Excel qu'il peut y avoir derrière qui vont décrire vos points sur la carte, mais les points, lignes, zones que vous aurez mis sur carte, qui sont des choses qui sont vraiment cartographiques. Par exemple, typiquement un forage, puisque ça a été mentionné comme exemple. Il existe aussi une possibilité, c'est de les remettre à disposition de la collectivité à travers quelque chose qui s'appelle OpenStreetMap. Sans m'étendre, OpenStreetMap, c'est le Wikipédia des cartes, c'est un Google Map à l'échelle mondiale, si vous voulez, dans laquelle n'importe quelle personne au monde peut venir ajouter des données. C'est un moyen de rendre à la collectivité de l'information cartographique. Attention toutefois, c'est un outil qui est dans le domaine public. C'est-à-dire toute donnée que vous mettez sur OpenStreetMap est utilisable par n'importe qui dans le monde. C'est pas une donnée c'est pas une plateforme qui peut être utilisée pour remettre à disposition de quelqu'un en particulier ou d'une collectivité en particulier. C'est une donnée publique en quelque sorte. C'est comme Wikipédia, si vous voulez. Mais ça peut être intéressant à noter dans les projets. Marie-Françoise, tu veux dire un dernier mot? Oui, donc il y avait deux choses en fait, effectivement. Donc le fait que quelquefois, même les collectivités locales dans certains pays du Sahel n'ont pas forcément toutes les informations sur toutes les interventions qu'il y a dans leur collectivité. Donc par rapport à accéder à tout ce que font les différentes associations dans une structure donnée, comme il a été dit là dans le domaine de l'hydraulique, quelquefois c'est tout simplement impossible parce que même la collectivité locale n'a pas structuré ces données et n'est pas capable de les donner. Donc c'est pas aussi facile. Par exemple, au Mali, il semble que toutes les données ont bien été structurées, mais c'est pas forcément le cas au Burkina, par exemple. Et je sais que pour nous, c'était tout un travail qu'on devait faire avec le maire de Dankasari pour arriver à comprendre quels étaient les différents intervenants qui intervenaient dans la commune. C'est pas donné d'avance. Voilà. Donc ça, c'est un peu lié aussi à ce qu'on disait sur le fait qu'il faut déjà, en fait, avant de cartographier quoi que ce soit, il faut déjà avoir un accès à des données fiables. Très bien, mais je pense qu'on peut conclure si vous pensez que tout a été dit. Voilà, tout à l'heure, Jean-Guy, tu parlais de la richesse des ressources bénévoles. Vous nous avez tous donné un peu de votre temps ce soir de manière bénévole, tous les intervenants. Donc un grand merci à vous. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on vous enverra le compte-rendu, la vidéo, les coordonnées des intervenants ainsi que les supports qu'ils vous ont présentés, avec un appel à manifestation d'intérêt lancé et expliqué par Sébastien tout à l'heure. On vous enverra tout ça par mail. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Et bien, un grand merci à tous. Bonne soirée et merci à ceux qui ont participé aussi au webinaire. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.